Bien, donc Georges Gastaut, PRCF et philosophe retraité, mais pas en retrait pour autant. Donc moi je voulais effectivement revenir sur ce thème de l'hégémonie culturelle. Aujourd'hui, ce qui fait que les luttes perdent bien souvent, malgré la combativité des travailleurs, c'est que, en définitive, dans les têtes, même de ceux qui luttent, il y a des idées réactionnaires. Il y a des idées anticommunistes, il y a des idées, disons, qui mènent en réalité ceux qui les ont en tête vers la capitulation. Et en fait, il faut reconquérir cette hégémonie culturelle, c'est-à-dire remettre en place une véritable bataille des idées, une véritable bataille idéologique, pour faire en sorte que les luttes aient pour arrière-plan une reconquête spirituelle, une reconquête intellectuelle. C'est bien l'esprit des conceptions de Gramsci. Je voulais simplement faire remarquer ici, par exemple, pour commencer, qu'il y a par exemple une bataille qui n'est pas menée du tout dans ce pays, alors qu'elle est capitale, c'est la bataille de la langue. Nous sommes en train de basculer au tout anglais dans ce pays, rien n'est fait contre. Regardez le stand juste en face de chez vous, quand vous sortirez d'ici, sur votre droite, forcément, il y a le stand du Parti communiste français sur lequel il est écrit « The Red Shop » et « Made in PCF ». Voilà, ça dit tout, je pense, de cette capitulation idéologique et culturelle devant l'impérialisme dominant. C'est Gramsci lui-même, qui était un linguiste, qui nous avait invités à bien mener les batailles de langue, car les batailles de langue sont des batailles d'idées. Derrière la façon de parler, la façon de penser. Derrière la façon de penser, la façon d'agir. Donc résistons aussi sur ce terrain-là et ne vous laissez pas impressionner quand on vous dira que vous êtes ringard, que vous n'êtes pas moderne. Envoyez-les à tous les diables. En quelque sorte, cette modernité-là, on n'en veut pas. Nous, la modernité qu'on veut, c'est une modernité des peuples égaux, libres, souverains et coopérants entre eux. Premier point. Deuxième point, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de là, les philosophes ne doivent pas renoncer à leur capacité, qui est celle, effectivement, de penser les choses dans leur cohérence. Depuis que la philosophie existe, c'est son objectif. Penser les choses rationnellement. Ça date de Thalès de Milet, qui était aussi quelque peu mathématicien, si j'ai de bons souvenirs scolaires. Et effectivement, là-dessus, on a énormément reculé. Aujourd'hui, le terrain de la cohérence, le terrain du sens, est massivement occupé par les réactionnaires. On l'a détaillé tout à fait très justement sur différents terrains ici, que ce soit l'histoire du syndicalisme, que ce soit les batailles syndicales actuelles, à travers ce que vient de dire Jean-Pierre, à travers la bataille sur l'histoire. Eh bien, la tâche des philosophes, c'est d'essayer de mettre tout ça bout à bout et d'opposer la cohérence d'une conception réactionnaire du monde qui est en train de dominer la cohérence d'une conception progressiste, de ce qu'on appelait auparavant, quand on était encore marxiste au PCF ou dans le parti au sens large du mot, la conception matérialiste du monde, la conception matérialiste de la société. Et pour cela, on avait un outil remarquable qui a été forgé par Marx et Engels, mais peut-être qui plongeait ses racines très loin, très haut dans la philosophie. Ça remonte à la Grèce antique, ça remonte à Démocrite, à Héraclite, ça remonte à la philosophie des Lumières, à des gens comme Diderot par exemple en France, et à bien d'autres. Et cet outil, c'est le matérialisme dialectique. Le matérialisme, c'est-à-dire l'idée de comprendre le monde dans sa rationalité en tant que nature, n'ayant pas besoin pour exister d'un créateur, n'ayant pas besoin pour être orienté de miracles divers et variés, mais étant capable de se déployer, de se développer par elle-même. Par exemple, comme la théorie de l'évolution l'a permis dans le domaine de la biologie. Et effectivement, à partir de là, eh bien, il n'y a pas 36 solutions possibles. Si le monde n'a pas un moteur extérieur à lui-même, il faut bien qu'il ait un moteur intérieur à lui-même. Et ce moteur, classiquement, eh bien, on appelle ça la contradiction, la dialectique étant cette approche logique qui permet de comprendre les contradictions dans l'essence des choses. Et à partir de là, de s'appuyer sur la contradiction, non pas comme une malédiction, mais comme un moyen, comme un levier pour changer le monde. Et je prétends, moi, dans ce livre, donc Les Lumières communes, j'ai employé les deux plus beaux mots à mes yeux, mais là je suis un peu subjectif, de la langue française. Lumière, qui renvoie à la philosophie des Lumières. Commune, qui renvoie bien sûr à la Commune de Paris et à bien d'autres choses. Effectivement, eh bien, pour défendre ces lumières communes si menacées aujourd'hui par l'obscurantisme religieux, l'obscurantisme magique, l'obscurantisme de toutes les formes possibles et imaginables, eh bien, il faut revenir à une bataille de fond sur le matérialisme dialectique. Et ne plus reculer comme l'a fait le marxisme très longtemps dans notre pays, y compris à travers de très grands noms.
que beaucoup de jeunes croient aujourd'hui, qu'on confondent aujourd'hui avec le marxisme lui-même, alors que bon, un certain nombre de marxistes, si vous voulez, importants dans ce pays, ont renoncé à toute idée d'ontologie matérialiste, comme si le matérialisme dialectique n'avait rien à dire sur la nature, sur la physique, sur la biologie, et ainsi de suite. Alors bien entendu, il ne doit pas le dire peut-être d'une manière un peu, comment dirais-je, rustique, comme cela a été fait pendant une période où les choses l'exigeaient, parce qu'on était dans une bataille de classe extrêmement dure, mais on a tous les moyens aujourd'hui, en mathématiques, en physique, en biologie, en chimie, en économie naturellement, et ainsi de suite, de revenir sur cette bataille de fond. Il y a une phrase qui m'a guidé dans ce livre, qui est une phrase d'Engels, donc le compagnon de Marx, qui disait que à toute révolution scientifique faisant époque, le matérialisme doit changer de forme. Eh bien oui, le matérialisme, y compris le matérialisme dialectique, doit changer de forme, selon les époques. Mais non pas pour se renier, non pas pour s'auto-flageller, non pas pour tomber dans l'autophobie marxiste, communiste, etc., c'est-à-dire la haine de soi, mais au contraire pour évidemment se transformer et rester fidèle à lui-même, et ne pas renier ces grandes œuvres du passé, la dialectique de la nature d'Engels, les principes élémentaires de philosophie de Politzer et tout ça, ce sont des bases solides sur lesquelles nous devons travailler et non pas dire du passé faisons table rase. Ce passé dont on fait table rase, c'est le capitalisme, ce n'est pas le marxisme, alors qu'on est en train de confondre tout et de mettre les choses à l'envers aujourd'hui. Alors ce que je voulais dire simplement, c'est que par rapport à ce livre qui vient de sortir et qui est le tome 5 du livre Les Lumières communes, et qui s'appelle Les fins de l'histoire, avec un S à fin, hein, parce qu'il y a deux fins de l'histoire, ou bien une fin malheureuse, celle à laquelle nous conduit le capitalisme, ce capitalisme de plus en plus exterministe de mon point de vue, qui met en péril l'existence de l'humanité sur le terrain militaire, sur le terrain environnemental, sur le terrain économique et social, ou bien une bonne fin de l'histoire, qui serait effectivement celle d'une victoire du socialisme et du communisme, dans la perspective effectivement d'une humanité qui serait réconciliée avec la nature et avec elle-même. Les deux choses sont inséparables. On ne pourra pas réconcilier l'homme avec la nature si on ne réconcilie pas l'homme avec lui-même, et pour cela, il faut virer le capitalisme. Dernière chose que je voulais dire, effectivement, à partir de là, je crois qu'effectivement, nous devons, nous marxistes, ne plus avoir peur de mettre les pieds dans le plat. Le terme est très juste, Jean-Pierre. Sur tous les terrains, il faut mettre les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, et par exemple, en philo, sur la question du sens, bien souvent, cette notion du sens de la vie, sens de l'histoire, sens de la nature, etc., on l'a lâchement abandonné justement aux réactionnaires. Hein, et donc c'est eux qui l'ont occupé. Si aujourd'hui, effectivement, à l'échelle mondiale, il y a une offensive du religieux, c'est parce qu'aussi on a abandonné cette question du sens. Alors que nous avons des outils exceptionnels de ce point de vue-là. Lucrèce dans l'Antiquité, Diderot, j'en parlais tout à l'heure, des auteurs, y compris les auteurs qui ne sont pas marxistes. Il faut aller aussi chercher notre bien chez des gens qui les ont développés dans des conditions et avec des buts sans doute différents des nôtres. Mais peu importe, en physique, en biologie, je le dis aujourd'hui, des choses extrêmement intéressantes se développent. Guillaume Swing l'a montré tout à l'heure. Je crois que nous devons prendre cela en main. C'est ça le but de ce livre, Les Lumières communes, qui porte aussi, pour finir, donc sur les questions d'éthique, de politique et d'esthétique, car c'est sur tous les terrains qu'il faut investir la lutte idéologique, qu'il faut investir la lutte des idées, toujours avec cette même idée. Par exemple, prenons simplement l'esthétique. Est-ce qu'il y a une esthétique marxiste? Je réponds oui. Il y a une esthétique marxiste, et je finis sur ce point simplement. Cette esthétique marxiste, eh bien, elle ne revient pas effectivement à imposer une façon de faire des films, des romans ou des poèmes, bien évidemment, ça c'est une question de forme, et c'est entièrement aux artistes d'en décider. Mais en tout cas, il y a une esthétique en ce sens que nous ne pouvons pas séparer le beau du vrai, du juste, et de la bataille pour l'émancipation de l'humanité. Voilà donc en gros, dans quel sens on parle.